que c'est des projets qui sont atypiques dans le sens où ils sont pas tout propres, tout léchés, tout ficelés, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec un projet clé en main. C'est au fur et à mesure des rencontres, des opportunités, de l'existant, qu'est-ce qu'il y a sur place. Là, il y a déjà des arbres qui sont ici, donc les conserver, faire avec, tourner autour, s'amuser avec l'existant, ne pas faire table rase de ce qu'il peut y avoir et vraiment utiliser ce qu'il y a en place pour enrichir le projet futur. Et il y a toujours un moment de flottement où effectivement, quand on parle de participation, il y a toujours le point d'interrogation sur qui va venir. Mais force est de constater qu'il y a toujours à un moment donné des gens qui vont venir, même s'ils ne sont pas nombreux, ils sont moteurs. Et à partir du moment où ils sont moteurs, ils vont amener d'autres personnes. Donc on part du principe qu'il faut faire confiance aussi aux gens qui vont être sur place. Et puis il faut faire confiance aussi aux équipes en place qui vont faire en sorte de faire venir les gens. Ça, c'est mon jardin. On a tout nos jardins ici. Oui, je connais comment il s'appelle Cette personne, là, il est connu. La concertation avec les habitants n'opérera pas une fois que le projet sera suffisamment mature, mais elle commence aujourd'hui. Et aujourd'hui, sachez que, hormis les lignes géographiques du territoire concerné par le projet Paul Beaucourt, il n'y a aucun trait qui a été tracé. Il n'y a rien. La feuille est entièrement blanche. Et cette feuille, elle vous appartient à vous, en tant qu'habitant de la Bastide, pour faire ce lien historique, ce lien patrimonial du quartier ancien avec le quartier futur. On va s'installer ici pendant toute une semaine pour dialoguer avec tous les habitants du lieu qui voudront venir nous rencontrer. Je voulais juste savoir si on pouvait aussi discuter de ces maisons ou si ça c'était décidé et que de toute façon elles seraient cassées quoi qu'il arrive. Nous avons dans le quartier des craintes qu'on nous change l'habitat que nous connaissons. Les habitants qui habitent là depuis, moi ça fait 47 ans, est-ce que vous avez prévu pour nous de nous reloger dans de bonnes conditions qui soient dans des loyers logiques et modérés? Quelle est la hauteur définitive des bâtiments que vous envisagez? On est dans une situation particulière entre à la fois des bars des années 50-60 sur un ancien site industriel avec une histoire d'un habitat ouvrier et des maisons de la ville de Pierre. Il y a tout un ensemble à articuler que l'on voit déjà dans la forme des architectures, mais qui est aussi qui révèle aussi la mixité sociale. Bonjour, mon collègue. Bonjour. Guillaume. Bonjour. La hauteur, elle est variable. Sur rue, on peut faire du R+4, R+5 et contre la façade du R+2. C'est la capacité quand on part du règlement d'urbanisme. Après, il y a le projet d'architecture et il n'y a pas de projet fait. Et c'est pour ça qu'on vient auditionner un peu tout le monde. Allez-y. Moi, je suis concerné par la viabilité du mur et son entretien. D'accord. Bon, le mur est un sujet. Voilà, le mur est un sujet. Et puis bon, après, je pense que je ne suis pas la seule à vous le dire, il y a cette crainte de qu'est-ce qui va se passer. Je crois que là, vous pouvez monter à R+5, 6. Si vous dites 130 logements, ça fait 300 voitures. On connaît la hauteur du mur? Ici, à cet endroit, elle fait 3,40 m. C'est marqué dessus. D'accord. Et donc cette personne-là, l'éclairage génital l'intéresse, mais il a également un chauffage de l'eau solaire. C'est un thermicien. D'accord. Donc il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a fait et puis surtout. Et il a mis un poêle à bois. Et si on faisait plus de stationnement, ils en achèteraient? Et ces deux arbres? Et ces deux arbres, alors ils font pour eux partie du patrimoine local. J'avais toujours l'impression que l'enjeu de vue et l'enjeu de lumière étaient tous les deux, c'était le même enjeu, Oui. alors que c'est pas le même enjeu. Finalement, la lumière, c'est pas la toiture, pour les gens qui sont là. C'est ça.
Et du coup, ça amène un autre... Du coup, la piscine, on l'a laissée en état. La piscine verdoyante. Oui, mais avec ces projets, on devait la changer et j'hésite. C'était en 99. Donc c'était au moment de la tempête. Il y a une vague qui est passée par-dessus. Il s'est engouffré dans la rue Hortense et la rue Raymond Lavigne. C'est ça. Et qui a bouché effectivement tous les égouts. Alors ça remontait par les jardins. Donc ce qui fait que, je vous dis, il restait à peu près 1 mètre d'eau pendant 8 jours. La contrainte, le cadre qui s'impose à nous, c'est celui-là. C'est qu'est-ce que je fais de la présence de l'eau alors que c'est l'élément naturel des lieux depuis toujours. Alors est-ce qu'on sera assez aimable avec nos voisins de l'autre côté du mur pour se dire que dans le fond, l'eau est la même préoccupation que nous avons à prendre en compte ensemble. Vous verrez, on a pensé un projet ici forcément sur pilotis. Pour pas être inondé, quoi. Demain, là, ces petites maisons charmantes, elles sont noyées. Et en 99, quand il y a eu les inondations, en fait, l'eau est arrivée par la rue. Elle a remonté ces jalles qui ont été plus entretenues à un moment donné. En fait, les inondations sur le secteur, je dirais qu'elles dépendent aussi fortement de tout ce qui se passe sur le reste de l'estuaire. Tout ça est un petit peu interconnecté. Donc, sachant qu'en 99, dans la grande tempête, il y a eu beaucoup de ruptures de digues sur l'estuaire, dans les marais du Blayais, du Médoc, etc. Donc tout un tas de volumes qui provenaient du large, de la marée, de la remontée de la marée, qui n'a pas pu arriver sur Bordeaux puisqu'il est parti dans ces marais tout autour. Ce qui est spécifique dans le projet de Paul Boncourt, c'est que l'on a un maître d'ouvrage qui sait entendre ça et qui sait se doter des moyens pour aller à la rencontre du contexte dans lequel il va travailler. Et en ce sens, c'est une chance pour nous de travailler avec Aquitanie et de réussir à construire le dispositif de camp de base que vous avez derrière moi, ce qu'on appelle le bivouac, le temps justement de faire son ouvrage et de créer une relation, j'espère, rassérénée avec les voisins. Ce temps-là est indispensable aussi pour nous pour comprendre finalement la nature de ce lieu, les oiseaux qu'on entend souvent, le bruit des arbres qu'on entend là, toutes ces caractéristiques qui donnent sa chair au projet.